Euh, donc voilà, je me présente, moi donc je suis Michel Marimaudet, donc le directeur général en fait de l'Inagora. Alors Vincent, elle a eu la gentillesse de dire plusieurs dizaines d'années, oui effectivement, ça commence maintenant à dater puisque la création de l'Inagora, on fêtera nos 25 ans l'année prochaine, donc en 2025. Bon, peut-être pour certains d'entre vous, là j'ai prévu quand même quelques planches pour quelques slides pour vous représenter brièvement nos activités et qui on est. Mais voilà, donc effectivement, on est très, très heureux d'avoir été effectivement sélectionné à l'issue de cette consultation pour cet accord cadre animé par la CANU autour de l'étude, l'intégration, l'assistance, la maintenance et les prestations associées concernant en fait tout usage du logiciel libre au sein de collectivités et d'établissements publics qui sont éligibles. Voilà. Donc, peut-être brièvement, en fait, sur l'Inagora, donc, bon, ça fait effectivement 25 ans que nous avons créé la société, donc nous sommes en fait un acteur historique de l'open source en France, et pas seulement, mais on va dire qu'aujourd'hui, encore pas loin de 95% de nos activités sont faites sur le territoire français et européen, avec effectivement cette dimension collectivité, administration, secteur public qui est importante, puisque bon, dans les années 2000, soyons tout à fait transparents, ça a d'abord été le secteur public qui ont été les utilisateurs en fait du logiciel libre en France, un certain nombre de collectivités aussi, hein, donc par exemple la mairie de Paris avec le projet du TES auquel on avait participé à l'origine, et puis ensuite les administrations centrales, que ce soit en fait le ministère de la Défense, le ministère en fait des Finances, bien entendu, qui sont en fait des acteurs et qui ont un petit peu amené et vulgarisé l'utilisation et la démocratisation de l'utilisation du libre en France. Voilà, donc effectivement, encore aujourd'hui, on a une empreinte assez importante dans le secteur public sur nos différentes prestations. Donc notre mission, qui n'a pratiquement pas varié depuis l'origine de l'Inagora, hein, c'est de fournir des alternatives finalement aux géants de la tech et aux géants de l'informatique, hein, qui proviennent plutôt des États-Unis ou de plus en plus du monde enfin de l'Asie. Et on verra en fait tout à l'heure quand on fera un petit focus sur la partie IA, sur la partie intelligence artificielle. Et donc effectivement, notre mission, donc, c'est de faire de la good tech for good. Donc, essayer de développer des technologies, de mettre en œuvre des technologies chez nos clients pour qu'on fabrique un numérique plus éthique, plus responsable, plus durable, en ayant en fait un maximum d'impact positif en fait chez nos clients et bien sûr en fait pour la planète. On verra tout à l'heure que sur la partie IA, c'est aussi un sujet en fait d'importance. Donc globalement, si vous êtes connecté ce matin, je pense que soit vous connaissez, soit en fait vous reconnaissez en fait les valeurs de l'open source. Je les rappelle ici. Effectivement, nous, ce qui guide en fait nos opérations depuis pratiquement un quart de siècle, c'est effectivement ce que donne en fait comme possibilité en fait l'open source. Donc ce sujet de la transparence, la flexibilité, la liberté. Bien sûr des coûts, on verra en fait, on peut avoir des économies, on pourrait y revenir dans le cadre des questions-réponses. Et puis aussi le principe en fait de l'intelligence collective ou de la collaboration en fait finalement ouverte, qui permet tout à chacun à la fois de contribuer en fait à ces logiciels libres et donc du coup de bénéficier d'une expertise et d'une innovation avec des coûts qui sont du coup partagés au plus grand nombre. Voilà, donc on essaie nous depuis un quart de siècle de mettre ça en œuvre en fait chez nos clients. Donc les activités de l'Inagora, j'ai envie de dire, elles sont de trois types. On développe, on est d'abord en fait éditeur de logiciels. Et donc, dans le cadre de cet accord cadre, vous avez la possibilité de souscrire à un de ces logiciels qui est Twek Workplace, qui est notre suite de messagerie et de collaboration. Donc, je vais y revenir en fait juste après. Mais à côté de ça, donc, on a d'autres produits sur lesquels, en fait, même s'ils n'ont pas été référencés dans le cadre de l'accord cadre, on a la possibilité, bien sûr, de les mettre en œuvre dans vos organisations en fait respectives. Et bien sûr, ce qu'on est capable de faire sur nos propres logiciels libres, on est capable de le faire sur un très grand nombre d'autres logiciels. Bon, à ce jour, je pense que si on essayait de cumuler tous les logiciels qu'on a mis
en opération chez nos clients. On doit en avoir plus de 500, sur lesquels on est capable de justifier d'expérience et d'expertise, que ça aille des couches informatiques les plus basses, donc le système d'exploitation, les couches d'orchestration, de cloud, la sécurité, les middleware, les bases de données, jusqu'à en fait les environnements bureautiques, comme on le fait en fait avec Twek Workplace. Donc une offre qui se veut très large. Donc sur Twek Workplace, donc là vous allez le voir tout à l'heure quand je reviendrai un peu sur les unités d'offres qui sont disponibles sur le marché. Donc vous avez la possibilité de souscrire à ce service en fait qui est globalement, si je veux résumer, c'est une suite collaborative au même titre que Office 365 ou Google Workplace. Bon, sauf qu'elle est open source et on propose en fait deux modes de souscription d'ailleurs qui sont disponibles via l'accord cadre. Soit pour ceux qui ne veulent pas s'embêter, donc une souscription en mode SaaS, donc vous achetez un abonnement à nos services et donc vous consommez nos logiciels sur des infrastructures, donc là c'est OVH hébergé en fait en France. Soit en fait pour ceux qui le souhaiteraient, on est capable de déployer en fait ces solutions sur vos propres infrastructures. Et concrètement, bon, donc là, je prends un premier cas. Donc, on est très content depuis maintenant un peu plus de quelques mois. En fait, ça fait 6 mois maintenant que le CNB, donc le Conseil national du barreau, pour le domaine avocat.fr, qui sont en fait ce qui réunit les 74 000 en fait avocats. Finalement, de fournir en fait des services de collaboration et sécuriser en fait pour cette profession. Et donc le CNB qui fournit en fait les services numériques, donc la signature électronique. Ils ont un rôle en fait de concentrateur de services. Nous a fait confiance après une sélection, après une consultation pour Twek. Et donc sur Twek Workplace, donc vous avez en fait sur la gauche là, donc effectivement les différents modules. Donc on fournit une solution de messagerie, une solution de drive, donc d'espace de stockage sécurisé, et en fait donc les systèmes plus classiques sont le calendrier, le contact. Et donc, vous le verrez dans les unités d'œuvre qui sont présentes dans l'accord cadre, on propose aussi en fait un système de visioconférence qui là n'a pas été activé pour le moment pour les avocats, mais c'est tout à fait en fait disponible et vous le verrez dans les unités d'œuvre en fait du marché. Et à l'opposé, donc on est capable en fait, comme je vous le disais, de faire des déploiements donc à large échelle, donc à l'échelle d'un gouvernement. Donc, le gouvernement mauricien, c'est pas le plus grand en fait dans le monde, mais globalement, on a une première tranche en fait de 15 000 utilisateurs qui est en cours de déploiement actuellement, donc sur leurs infrastructures. Donc là, c'est une solution hébergée sur leur cloud en fait, qui est tout simplement une solution encore aujourd'hui du VMware, mais on ne désespère pas dans les années futures les convaincre aussi de passer sur des alternatives en fait open source avec des possibilités d'extension en fait à plus de 50 000 utilisateurs. Et là, en fait, on couvre tous les besoins. Donc, pour ceux qui aujourd'hui seraient sur Microsoft Exchange ou se posent des questions vis-à-vis d'Office 365, là, cette consultation, donc c'est un appel d'offres public qui a été lancé par le gouvernement mauricien. Et en face de nous, on avait Microsoft. Donc aujourd'hui, avec finalement ce qu'on a fait, notre innovation, on est capable de jouer la compétition vis-à-vis en fait de ces acteurs-là au niveau mondial. Le deuxième métier de l'Inagora, on va le voir, c'est aussi des unités d'œuvre qui sont disponibles dans le cadre de l'accord cadre. Ce sont pour obtenir du support et de la maintenance sur des logiciels que vous intégriez en fait dans vos infrastructures. Concrètement, je donne un exemple. Vous utilisez PostgreSQL, en fait, la base de données, et à un moment donné, vous avez besoin d'avoir en fait un contrat de service en fait en termes de support, puisque les bases de données généralement sont sur les environnements critiques. Et ben, vous pouvez souscrire en fait au soutien et au support de ce logiciel-là, qui va vous permettre d'avoir en fait tout simplement une ligne téléphonique et un portail pour nous solliciter en cas de difficulté sur l'usage de ce logiciel. Voilà, donc ça, l'Inagora, nous, depuis 2003, donc ça fait plus de 20 ans qu'on fait ce métier-là, et donc on réalise le support, mais aussi pour certains composants et pour certains clients, quand on est face en fait à un bug du logiciel, on le corrige, on le relivre en fait à la communauté, et en fait c'est un système en fait qui est complètement virtueux. Voilà. Et après, donc on est donc aussi, donc ça c'est le métier historique de l'Inagora. Quand on a commencé en 2000, en fait c'est par là où on a commencé, c'est de faire en fait ce qu'on appelle les services professionnels. Donc
du consulting. Donc ça, le consulting, ça peut être des études, des audits. Typiquement, là, on vient de travailler en fait avec un organisme public pour faire justement un audit et une étude sur les solutions de collaboration en fait en entreprise. Sur l'expertise, je vais en parler tout à l'heure. Pour vous donner un exemple, on a accompagné là récemment l'Assemblée nationale sur une migration entre MySQL et MariaDB. C'est peut-être un sujet sur lequel vous vous posez des questions. Et donc ça, c'est typiquement de l'accompagnement et des compétences en fait qu'on peut mettre à disposition dans le cadre de cet accord cadre. Tout ce qui est en fait développement web, donc sur la partie transformation digitale. Et aussi, donc, il y a la possibilité de nous solliciter pour des formations. C'est une activité en fait qui est essentielle de façon en fait à former vos propres talents ou vos équipes en fait sur l'usage en fait de ces technologies-là au sein de votre organisation. Voilà, donc bon, ça c'est panorama en fait des clients. Donc, et on verra tout à l'heure un petit peu les clients plus collectivités. Et je vous donnerai quelques exemples d'interventions qu'on a fait récemment. Donc, si je viens sur l'accord cadre CANU, donc open source. Donc, bon, déjà, première chose, on tient à nouveau à vous remercier, Vincent, puis l'ensemble des équipes de nous avoir en fait sélectionnés à l'issue de cette compétition. Ce marché-là, donc, encore une fois, est assez large en termes d'unité d'œuvre, puisqu'il va vous permettre pratiquement de la réflexion initiale à l'intégration de l'open source dans votre organisation jusqu'à la maintenance, à l'expertise. On a en fait globalement les unités d'œuvre qui vous permettent de pouvoir vous accompagner et accompagner des démarches complexes en fait, d'intégration de ces technologies-là au sein de votre organisation. Voilà, donc le processus, s'il y a des questions là-dessus, Vincent est avec nous, donc sur le processus de souscription à l'accord cadre est vraiment très simple. Et puis les conditions sont nous, on pratique d'autres centrales d'achat et d'autres accords. Et effectivement, on pense qu'effectivement, la CANU est extrêmement intéressante du point de vue de son positionnement sur les prix. Donc, on est très content, comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir signé en fait un premier client. Alors, c'est pas une collectivité au sens où on l'entend peut-être, mais c'est pas non plus. Enfin, on est très content d'avoir signé en fait une première référence aussi prestigieuse. C'est l'Assemblée nationale. Donc là, pour le coup, c'est une plateforme interne qui utilisait donc cette fameuse Eloi, qui est un portail qui est interne, qui permet de présenter finalement le suivi en fait des amendements, la rédaction des amendements. C'est un développement interne qui s'appuie en fait sur la base de données MySQL. Et concrètement, vous le savez certainement, MySQL en fait fait partie des offres Oracle aujourd'hui. Et la version open source, dite communautaire, elle est de moins en moins disponible, elle est moins en moins en fait supportée. Et donc, ils avaient en fait une problématique de pérennité qu'ils voulaient sécuriser. Et donc, ils nous ont demandé tout simplement de les accompagner vers l'utilisation d'une base en fait, qui est MariaDB, qui est un logiciel libre plus ouvert, plus accessible. Et aussi, ils avaient des problèmes de performance. Et donc, du coup, on en a profité au moment où on a fait la réinstallation de faire un petit audit sur comment a été utilisée la base, les index, la constitution en fait, des tables. Enfin, brièvement, on a fait une revue en fait, finalement de configuration et la façon dont l'application interrogeait la base de données. Et on a amélioré en fait le fonctionnement. Donc, c'est des prestations qui sont faites là durant la petite trêve législative là, qu'on a eue ces dernières semaines. Et donc, ils en ont profité avant que notre nouvelle législature débute pour les travaux. Voilà, donc premier client et on est très content en fait d'avoir fait ça. Donc, sur les unités d'œuvre, comme je vous le disais, donc pour accompagner ce type de prestation, donc c'est relativement simple. Donc, vous avez des unités d'œuvre qui permettent tout simplement de solliciter l'expertise de collaborateurs. Donc, ça peut être soit des profils développeurs, donc soit des juniors, soit des confirmés, soit des experts, soit des consultants plus donc conseil, c'est plus en fait pour les audits et les études, donc un profil plutôt consultant. On va avoir aussi donc des profils experts. Donc là, typiquement, ce sont ces unités d'œuvre qui ont été utilisées par l'Assemblée nationale en fait pour la mission qui était nécessaire.
Et par ailleurs, et donc ça c'était très bien que la CANU en fait ait prévu en fait ces unités d'œuvre-là. On a aussi des unités d'œuvre de chefs de projet, alors qui peuvent soit être utilisées pour vous aider à organiser peut-être des projets en fait en interne, soit ici de pouvoir constituer des projets au forfait avec des engagements de résultats où on construit en fait une équipe sous le pilotage en fait d'un chef de projet et on constitue en fait une équipe complète qui va rendre tout simplement un projet en fait pour votre organisation. Une fois qu'on a fait des études, des audits et de la mise en œuvre, donc comme je vous disais tout à l'heure, on a la possibilité de faire du support. Donc ces unités d'œuvre de support fonctionnent, en fait, il y en a deux types, hein, donc soit au ticket, donc tout simplement, c'est vous achetez un lot de tickets et vous les consommez après la demande. Ce sont des lots, en fait, des tickets, pardon, des demandes, en fait, qui sont 30 minutes. Donc, globalement, en fonction de la question, très vite, au moment de la qualification de la demande, on vous dit si ça va être une seule demande ou si dès à présent, et si on estime que ça va être consommé peut-être 1, 2, 3, 4 tickets de votre lot, on vous prévient avant et puis on prend la décision avec vous de savoir comment on opère. Donc, en fait, on a une gestion en fait, assez industrielle. Il y a un portail qui vous permet de vous connecter, qui permet de suivre en fait, à la fois votre consommation et bien sûr de suivre sur chacune de vos demandes en fait, le statut du traitement. Voilà. Et l'autre unité d'œuvre que vous avez, c'est aussi, puisque parfois, parce que là, les assistances sont à distance, hein, c'est précisé en fait sur l'unité d'œuvre, mais on a la possibilité aussi de faire des forfaits à la journée, à distance, qui permettent en fait de pouvoir, là aussi, c'est une souplesse en fait pour moi, comme ça que je l'imagine, une souplesse de commande. Vous dites, bah, tiens, mes besoins sur l'année, ça va être une dizaine de jours hommes, par exemple, en fait, en termes d'expertise. Je les achète en un lot, puis après, je peux les consommer. Donc ça, c'est à distance. Et encore une fois, les unités d'œuvre qu'on a vues auparavant, sur la slide avant, peuvent se faire soit depuis nos locaux, soit dans vos locaux. Et c'est pour ça qu'il est prévu aussi d'avoir en fait des coûts de déplacement. C'est ce que vous voyez en fait en bas de la slide, qui permet de contractualiser lorsqu'on est hors de la région parisienne, effectivement, de pouvoir compter des frais de déplacement en fonction effectivement des interventions. Et enfin, donc, comme je vous le disais aussi un peu avant, sur les logiciels, donc vous avez la possibilité de souscrire aux différents services de collaboration. Donc là, vous avez la visio. Ah, pardon. Voilà. Vous avez la visio, vous aviez le partage de fichiers, donc ce qui correspond en fait au Drive. Vous avez la suite bureautique, la messagerie, et enfin, donc ça, je vais faire finir là-dessus. Donc ça, c'est pour l'environnement collaboratif. Alors bien sûr, vous avez le mode de souscription, soit en mode SaaS, soit en fait par établissement, quand on vient installer en fait cela dans vos établissements. Et donc, pour chacune des unités d'œuvre, en fait, il y a des conditions. Il y a en fait pour combien d'utilisateurs, quel type d'infrastructure, cluster, pas de cluster. Donc, tout ça, en fait, a été précisé dans notre mémoire technique. Et donc, en cas de besoin, de toute façon, on pourra revenir vers vous et puis vous dire, en fait, comment a été construite, en fait, l'unité d'œuvre, s'il y a des questions, en fait, particulières. Et par ailleurs, donc, dernier logiciel en fait, qui était demandé, puisque c'est vrai que c'est un besoin qu'on trouve souvent dans les collectivités, c'est tout ce qui est lié en fait à l'ITSM. Alors l'ITSM, c'est assez large en fait comme définition, puisque ça peut aller de la gestion du parc en fait informatique jusqu'à la demande en fait, jusqu'aux demandes en fait pour faire le support utilisateur. Et donc là, on a différentes solutions open source qui permettent de le faire. Donc que ce soit en fait, il y a une solution qui s'appelle ITSM, il y a en fait Zamad. Et donc, je ne sais plus réellement laquelle on a proposé, il faudra que je le retrouverai dans le cadre des questions-réponses si vous le souhaitez. Mais donc, on a packagé en fait la mise en œuvre en fait de cette solution dans le cadre de cet accord cadre.
Et enfin, pour terminer, ce que vous voyez, les 2 dernières lignes en bas de la slide, c'est pour ceux qui souhaiteraient mettre en œuvre un poste de travail sous Linux. Donc, il y a la possibilité en fait de souscrire. Alors, bon, à l'échelle d'une collectivité, migrer tous ces postes de travail en fait sous Linux, ça paraît compliqué, mais je suis persuadé, en fonction de votre collectivité, que vous avez des postes en fait en accès libre, des postes banalisés, des postes en fait peut-être qui servent en fait à faire de l'affichage et ainsi de suite, où là, il y a des économies réelles en fait à faire. À côté en fait de payer des licences sur en fait d'autres systèmes d'exploitation. Donc ça, si c'est des sujets qui vous intéressent, sans imaginer, alors bien sûr, on serait très content de vous convaincre de migrer à 100% de votre parc sous Linux. On connaît bien sûr les difficultés, on n'est pas non plus des intégristes du libre, donc on connaît très bien en fait les contraintes qui peuvent exister en fait dans les collectivités. Mais globalement, si vous avez des postes qui seraient éligibles à euh, ce type en fait de système d'exploitation ou faire des postes de travail qui se connectent après en fait avec des environnements déportés, faire du VDI, hein, le virtual desktop. Ça, c'est des choses en fait qu'on peut faire aussi sous Linux. Donc quelques exemples de références. Donc historiquement, on travaille avec pas mal en fait de collectivités, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors bon, sur cette slide, je ne vais pas détailler en fait toutes les références, mais bon, par exemple, pour l'Ille-et-Vilaine, le conseil départemental, on intervient pour eux depuis un certain nombre d'années sur la mise en œuvre et le maintien en condition opérationnelle d'un ESB, donc un Enterprise Service Bus. Donc globalement, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un outil qui permet de faire de la médiation de données et de services entre des applications qui ne savent pas discuter entre elles par défaut. Donc ça, on a vraiment une grosse expérience là-dessus. Donc ça, c'est typiquement peut-être des sujets qui vous intéressent. Le SDIS 60, c'est vraiment de l'UTSM. Donc là, pour les services départementaux d'incendie de secours, le SDIS. Donc là, en fait, on est intervenu pour eux pour étudier la mise en œuvre de la solution, travailler sur les workflows de prise d'appel et ainsi de suite, le suivi en fait du parc. Et donc ça, c'est ce qu'on a fait donc sur une base. Donc à l'époque, c'était sur GLPI. Voilà. Pour l'ASP, c'est en fait une application de signature électronique qu'on a mise en œuvre. Pour l'ANA, donc l'Agence nationale de l'habitat, donc là, en fait, on héberge pour eux. Donc, vous savez, cette agence nationale est en charge, entre autres, mais c'est peut-être le dispositif que vous connaissez le plus, c'est MaPrimeRénov', donc les aides, en fait, pour pouvoir rénover, dans le cadre de la transition écologique, rénover, en fait, les habitats. Et donc, du coup, on héberge pour eux, on aura mis en place, on a designé, on héberge pour eux toute la solution d'authentification. Donc peut-être certains d'entre vous l'utilisez, mais quand vous utilisez votre compte, par exemple France Connect, pour vous connecter à l'ANA, ben, ce sont des infrastructures qui ont été mises en œuvre et qui sont hébergées aujourd'hui en fait par l'Inagora. Et enfin, pour terminer, je prendrai voilà, cet exemple à l'agence de l'eau, donc Artois Picardie, qui, depuis des années aussi, nous fait confiance dans la maintenance d'un certain nombre de leurs applications qui sont développées en PHP. Et donc, globalement, ça a été développé historiquement, soit par des stagiaires, soit par des personnels, bon, soit qui ont été affectés à d'autres missions, soit qui sont partis. Et donc, du coup, on a sécurisé et pérennisé, d'un point de vue sécurité, d'un point de vue des évolutions, ces plateformes au profit de l'agence Artois Picardie. Voilà, donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous, là, vraiment très centré sur le marché. Et puis, je pouvais pas m'empêcher de partager avec vous, en fait, parce que je suppose que dans vos collectivités, on parle forcément d'intelligence artificielle. Et voilà, je me suis dit que c'était la bonne occasion, peut-être pour ceux qui seraient intéressés, en fait, de savoir ce que l'on fait et comment on le fait. Sachant que nous, donc toute la partie intelligence artificielle qu'on déploie par l'Inagora sont basés sur des logiciels libres et sur des modèles open source. Donc globalement, théoriquement, en fait, on est capable en fait de les mettre en œuvre dans le cadre de cet accord cadre. Donc typiquement, on a des unités d'œuvre qui permettraient de faire ça si vous le souhaitez. Donc
Très rapidement, donc, en fait, au-delà de développer une activité de service, on a lancé une communauté, donc la communauté OpenLLM France, qui est devenue d'ailleurs OpenLLM Europe depuis début 2024 et en fait une initiative qu'on porte au sein de l'Inagora. Et donc aujourd'hui, cette communauté, elle n'a pas d'entité morale, en fait. C'est pas une association, c'est pas une fondation pour le moment. C'est simplement, moi j'ai cherché en fait à regrouper toutes les personnes qui s'intéressaient à l'intelligence artificielle, mais open source. Et donc on a tout simplement lancé cette initiative au mois de juin l'an dernier. Donc là, les chiffres sont plus à jour, puisque là, on est maintenant en juin, et on a dû dépasser en fait les 800 membres. Euh, 800 personnes en fait qui se connectent très régulièrement en fait au serveur Discord, puisque globalement notre point de rencontre est un serveur de communauté Discord qui nous permet de nous retrouver et puis de discuter en fait des différents usages. Donc là, c'est vachement intéressant puisque dans cette communauté, on a à la fois des acteurs privés qui sont intéressés par nos travaux et qui y contribuent, et puis aussi la recherche académique qui est importante pour nous puisque, vous savez, dans ces technologies-là, il y a besoin de beaucoup d'expertise et aussi beaucoup d'heures GPU, donc les fameux processeurs graphiques dont on a besoin pour entraîner les modèles. Et le fait qu'on soit proche de la recherche en fait académique et publique nous permet aussi d'accéder aux moyens de calcul et de pouvoir entraîner nos modèles sans que ça nous coûte trop cher. Donc notre ambition avec OpenLLM, c'est vraiment de créer des communs numériques d'IA générative. Donc globalement, c'est des modèles, c'est des datasets qui sont de confiance, sur lesquels on aurait une meilleure maîtrise, et puis transparent. Globalement, je pense que donc je n'ai pas forcément identifié de quelle organisation vous étiez, mais certainement que vous vous posez des questions sur quel type d'usage on peut, enfin, ou sur les usages qu'on peut avoir enfin, dans les collectivités. Nous, certains de nos clients s'interrogent sur est-ce que ça peut être un levier pour faciliter le recrutement, pour traiter le nombre de CV qu'on reçoit en fait en entrée de processus. D'autres nous disent bah oui, tiens, c'est intéressant pour faire des résumés, peut-être des commissions et des réunions en fait qui sont au sein des conseils départementaux ou d'autres organisations. Alors, bien entendu, dans les faits, je pense que vous avez tous expérimenté des modèles comme ChatGPT, Claude ou d'autres, sauf que les mettre en opération dans les entreprises ou dans les organisations, ça coûte cher, en particulier en fait quand on les interroge en français, puisque on a un surcoût dû à l'utilisation du français. Et puis le fait de demain, si on met en fait ces IA au cœur de certains processus métiers, on pense que c'est nécessaire en fait quand même d'en avoir une bonne maîtrise et une bonne confiance, ce qui n'est pas du tout le cas en fait avec les modèles qu'on pratique au quotidien. Donc nous, dans notre définition de ce qu'on appelle en fait une IA open source, bien entendu, le code source doit être ouvert. On doit pouvoir l'utiliser sans restriction d'usage. Typiquement, hier soir, je peux vous partager quelque chose comme ça. Par exemple, vous allez sur peut-être certains d'entre vous connaissent cette plateforme qui s'appelle Hugging Face, qui est un peu le GitHub de l'IA. Et donc, quand vous allez sur la zone en fait de la société Meta et que vous voulez télécharger leur dernier modèle, qui est le Llama 3, et si vous voulez faire ça, il faut que vous demandiez l'autorisation pour accéder au repo du modèle. Et en fait, vous êtes soumis à approbation. Donc moi, je l'ai fait l'exercice hier. Donc j'ai fait ma demande et ça a pris 3 heures après. J'ai eu en fait la demande, la validité, qui m'a donné accès à pouvoir télécharger le modèle. Donc pour un modèle qui se qualifie open source, on s'interroge quand même sur effectivement les vraies qualités. En tout cas, à partir du moment où en fait on demande aux gens de s'enregistrer et que c'est soumis en fait à validation, pour moi en fait on tord un peu l'esprit en fait de l'open source. Voilà, donc nous, ce qu'on développe, c'est des modèles en fait sans restriction d'usage. On a bien sûr le code source qui est disponible. Et puis surtout, l'élément en gras, le point numéro 3 et le point le plus important, c'est que nous, en fait, la démarche dans laquelle on est, c'est qu'on publie en fait les données qui ont servi à entraîner le modèle.
Pourquoi? Parce que quand je parlais de confiance tout à l'heure, c'est quand même plus simple de savoir comment a été entraîné le modèle et sur quel type de données, pour savoir et pour expliquer pourquoi le modèle réagit de telle ou telle façon. Et donc souvent dans certaines conférences dans lesquelles j'interviens sur le sujet IA, ce que j'explique, c'est que vous prenez ChatGPT, par exemple, et je vous mets au défi de lui faire dessiner une maison qui ressemble à une maison européenne, voire française. Euh, je vous invite à faire l'expérience, parce que ça, c'est assez démonstratif, puisque quand on génère du texte en français, concrètement, si vous utilisez ces modèles, aujourd'hui, ils parlent relativement bien français. Alors, bien sûr, les plus littéraires d'entre nous vont dire oui, mais en fait, il n'y a pas réellement de sensibilité, moins de variance dans les expressions, c'est un peu plat. Mais globalement, bon, bah, effectivement, est-ce que ça respecte nos cultures, nos valeurs? Oui. Mais globalement, non, dans les faits. Et la meilleure façon de l'illustrer, c'est effectivement de faire générer, lui demander de faire générer une maison, petite, hein, une maison pour une famille de 5 personnes que je pourrais trouver, par exemple, dans la région d'Arras. Et vous allez voir, en fait, qu'il vous sort des très belles villas californiennes. Bon, alors moi, je ne vis pas dans le nord, mais je crois qu'en fait, des villas californiennes, en fait, à Arras, on n'en voit pas beaucoup, quoi. Voilà, donc ça, petit clin d'œil, mais c'est aussi un élément assez intéressant pour montrer que bah, ces modèles de langage, c'est beaucoup plus qu'un modèle de langage, c'est aussi des modèles où on véhicule de la culture, des valeurs. Et clairement, ces modèles-là, aujourd'hui, bah, pour les Européens et les Français que nous sommes, sont des modèles qui ne sont pas du tout alignés et en tout cas, à minima, entraînés sur les données en fait, qui caractérisent en fait, notre société. L'autre exemple, hein, c'est que quand vous demandez est-ce que le nucléaire est en fait un bon outil pour la transition écologique. On commence à avoir à peu près un consensus en fait en Europe sur le sujet, y compris de la part des écologistes. Bah, quand vous demandez ça en fait à ChatGPT, bah, lui vous dit que bah non en fait et que c'est quand même plus on utilise des énergies carbone et plus longtemps on le fera, mieux c'est. Donc là on voit bien qu'il y a des biais, des préférences en fait dans ces modèles-là. Voilà donc pas faire trop long, mais globalement, donc on a créé déjà des choses et donc là-dessus, on sait intervenir. Et c'est vrai que la particularité de ce qu'on fait à l'Inagora, c'est qu'on n'est pas simplement intégrateur en fait de modèles, mais on développe notre propre modèle. C'est ce que vous avez en fait à droite de la slide, donc le modèle Lucie qu'on développe en fait actuellement avec effectivement l'appui du CNRS qui nous met à disposition les environnements de calcul qui sont nécessaires. Donc, vous voyez, en fait, hein, c'est pas négligeable, hein, 600 000 heures de GPU. Pour vous donner un ordre d'idée, même sur 128 GPU, donc imaginez hein, déjà des serveurs en fait avec 128 CPU, c'est énorme, mais 128 GPU, bah, vous pouvez imaginer en fait les moyens que ça représente. Mais globalement, pour passer 600 000 heures, c'est à peu près 200 jours, 24 heures sur 24 de calcul. Donc, on est vraiment sur des choses qui sont extrêmement importantes. Et d'où l'intérêt d'avoir travaillé en fait avec la recherche publique pour pouvoir en fait bénéficier de ça. Donc Lucie, en fait, c'est vraiment pour construire des modèles et technologies d'IA de confiance, donc qui sont massivement entraînés sur le français et sur les 4 autres langues en fait européennes. On travaille en fait sur les aspects multimodalité, donc le traitement de la voix, je vais revenir juste après. Et vous l'avez bien compris, ben, on est très sensible aux effets, les aspects en fait juridiques, éthiques et bien sûr environnementaux, puisque ce qu'on essaie de faire, c'est des modèles petits, sobres et compacts pour pouvoir en fait tout simplement donner la possibilité à nos clients, s'ils le souhaitent, de pouvoir en fait les utiliser en interne dans leur collectivité, sur leurs propres infrastructures, ce qui est bien sûr pas possible en fait avec des modèles comme ChatGPT ou Claude. Voilà, donc ça, je peux avancer rapidement. Comme je vous le disais, donc effectivement, on est capable en fait voilà, de vous accompagner sur la mise en œuvre de ces technologies, même si je sais qu'il y a un accord cadre qui est en fait en cours de mise en œuvre par, peut-être que Vincent en parlera, dédié en fait à l'intelligence artificielle, mais qui est plutôt pour l'instant, enfin, je laisserai Vincent le présenter, le compléter, mais sur les phases amont, identification en fait et formalisation des cas d'usage et la partie formation. Bon, pour ceux qui auraient déjà un niveau de maturité, sachez qu'on peut déjà en fait mettre en œuvre ce type de service à vos côtés sur base en fait open source. Et donc, je ne pouvais pas, je terminerai là-dessus, vous donner quelques exemples. Donc, typiquement, vous l'avez peut-être vu dans nos communications la semaine dernière, mais donc à la Commission européenne pour les 1100 salles en fait de réunion de la Commission,
on a installé donc notre outil Linto, hein, qui est en fait notre outil de transcription de la voix. Et donc concrètement, ce que vous voyez sur la vidéo, donc je ne vais pas la lancer, mais si vous allez sur mon compte LinkedIn, vous recherchez Michel Marimaudet, vous verrez donc je m'exprime en anglais et en français. Et ici, en fait, en bas de l'écran, vous avez tout simplement un sous-titrage qui apparaît en fait en temps réel. Et donc là, donc, cette salle, en fait, on était, vous voyez là en bas à droite, vous voyez, en fait, on était nombreux dans cette salle. Il y a des écrans partout et donc on est capable de connecter notre solution avec la régie en fait vidéo. Et en temps réel, vous avez en fait la transcription en fait, des échanges. Et bien sûr, on enregistre à la fois le son et la transcription, ce qui fait qu'à la fin de la réunion, c'était la démonstration qu'on a faite au moment de la Commission européenne, avec la Commission européenne, on obtient le résumé de la réunion. Donc, globalement, s'il y a des représentants aujourd'hui au sein de collectivités type conseils régionaux, conseils départementaux ou toute organisation qui a finalement des grandes réunions où il y a besoin de faire la transcription et demain de la traduction temps réel quand on est dans un contexte international avec des résumés, c'est des choses en fait qu'on est capable en fait de réaliser aujourd'hui 100% en fait avec des technologies en fait open source. Voilà, donc typiquement, ça c'est ce qu'on peut proposer. Donc globalement, de prendre des vidéos ou en fait un enregistrement de réunion, y compris sur un laptop, donc un PC ou un Mac, là, on est capable en fait de faire tourner en fait ces algorithmes. Donc on n'est pas en train, vous voyez, donc c'est vraiment possible en fait sur des infrastructures pas très chères en fait de pouvoir mettre en œuvre en fait ces services et donc de faire la transcription. Et ensuite, en étape 3, de pouvoir mettre en fait des LLM en place, donc carrément des modèles de langage. Et donc là, ici, ça c'est notre plateforme Linto donc, qu'on utilise pour faire la transcription. Et puis ensuite, donc ce que vous voyez à l'écran, là, c'est pas du tout ChatGPT, c'est vraiment donc une solution open source qui donne un portail de chat qui ressemble, comme vous vous en doutez, là, comme vous le voyez en fait à deux gouttes d'eau à ce que vous pouvez voir en fait sur Internet, sur d'autres modèles. Et vous pouvez donc à la fois donc interroger ces modèles. Et si on lui met en fait un document, là, ce que vous voyez ici, donc là, c'était l'audition du ministre de la Défense, là, Sébastien Cornu. Et donc, du coup, on peut faire ce qu'on appelle du RAG. Donc, le RAG, c'est de combiner en fait de la connaissance locale qui peut être dans votre système d'information, des fichiers bureautiques, des bases de données, enfin ce que vous souhaitez, avec la puissance en fait de l'IA générative. Et donc là, généralement, ce que je lui demande, vous voyez, en fait, quelle est la thématique qui a été abordée par le ministre. Donc là, il faut savoir que c'est une audition qu'il a fait au Sénat. Je crois que l'audition dure 2h30. Et donc, globalement, je lui pose la question, c'est quoi en fait la thématique? Donc, l'importance de la force morale et du réarmement de la nation face au dérèglement du monde. Donc, c'était effectivement le sujet. Et après, je lui demande, effectivement, est-ce que tu peux détailler? Et effectivement, il interroge donc le document PDF que je lui ai mis à disposition et il génère en fait des réponses qualitatives sur le sujet. Voilà. Donc, pour terminer, deux dernières slides, et puis après, questions-réponses. Et donc, effectivement, là, nos sujets d'IA ont été reconnus et maintenant font l'objet d'un financement par l'État français. Donc, on est lauréat depuis maintenant un peu plus de 2 mois d'un financement dans le cadre de France 2030. Donc, ce qui nous permet en fait de continuer à entraîner en fait notre modèle et puis à développer la suite, puisque en fait, l'IA, en fait, on en est vraiment qu'au tout début. Et puis, donc, effectivement, on voulait souligner, peut-être certains d'entre vous, on s'est peut-être rencontrés donc, au Cotter numérique, sur lequel, en fait, on a d'ailleurs présenté nos produits et nos solutions en fait, d'IA. Donc, voilà, donc, c'est aussi une façon, un petit clin d'œil où on avait aussi parlé de cet accord cadre, et peut-être certains d'entre vous nous ont connus à cet effet. Voilà, j'avais prévu 45 minutes de présentation. Pile poil 45 minutes, donc je remercie de votre attention et je vous laisse en fait poser vos questions, interagir avec nous, si ça vous convient. Vincent, est-ce que vous voulez parler
parler rapidement peut-être de l'accord cadre en cours sur l'IA et puis peut-être s'il n'y a pas de questions, qu'on puisse clôturer. Bah écoutez, monsieur Marie, je pense que vous avez dressé un beau panorama de toute votre offre et j'ai pas de commentaires supplémentaires à y apporter. C'était très bien. Merci. Pas de questions? Une fois, deux fois, trois fois? Bon, écoutez, on va vous remercier de votre participation et puis on vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis donc pour nous contacter, c'est relativement simple. Sur notre site web, donc vous avez en fait un formulaire en fait de contact donc vous avez la possibilité d'entrer facilement en contact avec nos équipes commerciales qui pourront sur demande préciser en fait les conditions d'usage et les conditions de souscription en fait au marché, à l'accord cadre, pardon. Et en fait, en cas de tout simplement sur une expression de besoin, en fait, qu'on puisse vous formaliser des devis. Voilà, je voulais être sûr qu'en fait, on laisse encore peut-être quelques secondes. Bon, a priori, tout était clair. Écoutez, merci à toutes et à tous. Et puis, je vous souhaite aussi, par ailleurs, puisque c'est le moment, donc je vous souhaite aussi de très belles vacances, de très bons JO et à très vite. Merci, au revoir. Merci, au revoir.